Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés sur Bismart for Change, chaque jour à 17h. Si vous nous suivez en direct sur vos box, à la télévision, émission que vous retrouvez évidemment chaque jour également en replay sur bismart.fr ou encore en podcast à consommer à l'heure qu'il vous plaira sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un sommaire qui pourrait tenir en un mot, Nvidia. Toute la planète marché attend les résultats et la publication d'Nvidia ce soir après la clôture de Wall Street, le marché, les investisseurs qui voient depuis plusieurs trimestres maintenant en Nvidia un baromètre de la diffusion de l'intelligence artificielle, ça c'est certain, mais un baromètre plus large également de la demande pour l'investissement dans le digital, dans le numérique au niveau mondial. On verra si Nvidia tient les promesses. Autant vous dire que les attentes sont de plus en plus élevées pour une valeur qui progresse de plus de 150% encore depuis le 1er janvier. Je compte même pas depuis les points bas d'octobre 2022 pour le rallye Nvidia qui est toujours au coude à coude avec Apple pour la place de valeur d'entreprise la plus capitalisée au monde. On parle de valeur Apple et Nvidia qui dépassent les 3 trillions de dollars de capitalisation boursière à ce stade. Nvidia sera bien sûr à la une de Planète Marché. Nous reviendrons plus largement sur les enjeux de marché pour cette rentrée 2024, à commencer par les enjeux en matière de politique monétaire, toujours dans le sillage du discours explicite de Jérôme Powell à Jackson Hole. La Fed va baisser ses taux le 18 septembre prochain. Des questions restent toutefois en suspens. Quels seront les mouvements à suivre pour la Réserve fédérale américaine? Combien de baisses de taux? Quelle taille de baisse de taux peut-on imaginer au regard de la situation économique américaine? Là aussi, c'est une question d'importance pour les investisseurs. Nous en parlerons avec nos invités dans quelques instants. Et puis dans le dernier quart d'heure thématique qui sera consacré au thème des matières premières. Ce soir, nous parlerons notamment des métaux précieux. C'était difficile de passer à côté de la hausse de l'or cet été, des records qui ont été battus notamment pour l'once d'or, mais nous parlerons également des métaux et du pétrole avec Benjamin Louvet qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45, le directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, tendance, mon ami, les infos clés du jour sur les marchés avec vous, Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est une séance positive en Europe, notamment avant la publication d'Nvidia. Oui, la tendance est à la hausse aujourd'hui pour l'ensemble des bourses européennes, même si tous les yeux sont rivés sur la publication des comptes trimestriels de Nvidia prévus après la clôture de Wall Street. Sur le marché obligataire, le rendement de l'obligation française à 10 ans repasse sous les 3%, autour de 2,95%. Le rendement de l'obligation allemande à 10 ans se dégrade à 2,25%. Aux États-Unis, le rendement de l'obligation de même échéance s'établit à environ 3,85%. À noter en parallèle le retrait des cours du pétrole d'un peu plus de 1%. Et puis dans cette fin de saison de publication de résultats, en attendant Nvidia, les grandes chaînes de retail, les grandes chaînes de magasins américaines publient leurs résultats avec ceux de Nordstrom par exemple qui ont été publiés hier soir et qui ont été salués par le marché. Oui, la chaîne de magasins américaine fait état de ventes sur le deuxième trimestre en hausse. Les bénéfices et les revenus sont supérieurs aux attentes trimestrielles. Nordstrom révise également à la hausse ses prévisions financières annuelles. Le titre ouvre en hausse de 4% aujourd'hui à Wall Street. Les marchés digèrent également les résultats de Foot Locker. Oui, l'entreprise fait état d'une perte nette de 12 millions de dollars sur le deuxième trimestre contre 5 millions il y a un an. Mais Foot Locker confirme toutefois ses objectifs annuels. Le titre ouvre en baisse de 13%. Enfin, Abercrombie & Fitch publie des résultats au-delà des attentes et relève ses perspectives annuelles, mais sans satisfaire pour autant les investisseurs qui en attendent désormais beaucoup. Le titre ouvre en recul de 12%. Sur le plan macro et des indicateurs statistiques, la séance était plutôt calme aujourd'hui. Oui, mais les investisseurs ont tout de même pris connaissance de l'enquête de conjoncture auprès des ménages français pour le mois d'août. Elle montre que la confiance des ménages progresse légèrement ce mois-ci et s'établit à 92 points. C'est conforme aux prévisions. Et puis coup d'œil sur l'agenda de demain. Qu'est-ce qui attend les investisseurs, Pauline ? Donc demain, les investisseurs arbitreront les résultats de Nvidia, mais aussi ceux de HP et de Salesforce, tous publiés ce soir après la clôture de Wall Street. Les investisseurs prendront également connaissance de l'inflation préliminaire allemande du mois d'août, ainsi que de la deuxième estimation du PIB américain pour le deuxième trimestre. En France, ils regarderont aussi les résultats de Pernod Ricard.
Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel sur Be Smart for Change. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Enguerrand Hortaz est avec nous, gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Sophie Chevelier nous accompagne également. Bonsoir Sophie. Bonsoir Grégoire. Vous êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management et Thierry Leclerc à nos côtés également, le président d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Merci d'être là, ravi de vous retrouver tous les trois. Thierry, je ne trahis pas de secret, mais je dévoile un peu les coulisses de l'émission. Ce matin, vous m'avez écrit, j'ai les idées claires sur Nvidia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir les idées claires sur Nvidia, Thierry, quand on est à quelques heures de la publication? Alors évidemment, c'est pas ni moi ni nous, je pense, personne qui verrait une surprise éventuelle sur Nvidia, puisque par définition, une surprise, enfin désolé d'enfoncer des portes ouvertes, donc c'est une surprise négative, j'entends. Et pour le moment, on n'a aucun indice. Ce point, Thierry, parce que c'est même la valeur la plus suivie de la planète. Tout à fait. Et c'est quand même une valeur qui a encore de la capacité à surprendre à la hausse ou à la baisse, peut-être. On verra ce soir. Les marchés options, en fait, price, dans la volatilité implicite, on arrive à retrouver la variation. Voilà, c'est 10% demain. Donc on sait pas. Plus 10, moins 10, quoi. Plus 10, moins 10, c'est ça que le price... Mais ça reste d'ailleurs assez symétrique encore. Ah oui, ça reste symétrique, tout à fait. Donc pour le moment, voilà, plus 10, moins 10. On sort d'une séquence de 7 trimestres consécutifs où on a eu le fameux, ce que les anglo-saxons appellent le beat and raise, c'est-à-dire qu'on bat le consensus et on remonte pour le trimestre à venir. Donc ça, autant dire que les investisseurs raffolent de ça. C'est ce qui a permis évidemment au cours de progresser aussi significativement. Donc oui, quand je dis on a les idées claires, c'est que, on a compris que c'était un titre, cet événement, on change de lettre, c'est-à-dire qu'on passe du micro au macro. Ça a tellement d'importance sur les marchés aujourd'hui que c'est un événement que effectivement tous les investisseurs suivent. Malgré tout, comme vous l'avez signalé, on ne sait pas. Voilà. Après, on a quand même des indices qui nous permettent de savoir si c'est plutôt bon ou pas bon. Le premier indice, c'est qu'il n'y a pas eu de profit warning, déjà, faut le rappeler. Évidemment qu'une boîte se doit, s'il y a une surprise majeure, de l'indiquer au marché dès qu'elle le sait. Donc, le fait qu'il n'y en ait pas, c'est déjà un élément en soi. Et puis, on peut regarder aussi du côté de TSMC, donc à Taïwan, qui est donc le premier dont Nvidia est le premier client, donc le premier fournisseur pour eux, qui a sorti des bons chiffres et qui avait l'air de dire rien de spécial sous le soleil de notre côté. Alors c'est vrai que ce qui a fait un peu de bruit cet été, le titre a perdu 28% entre le 10 juillet et le 8 août, donc il ne faut pas non plus considérer que c'est juste c'est pas toujours un fleuve tranquille. Voilà, exactement. Ce qui s'est passé cet été, déjà il y a eu une prise de profit parce que le titre avait beaucoup progressé, donc c'est vrai qu'il y a certains investisseurs qui disent on est aussi, deuxième élément, pardon pour les anglicismes, mais ce que les anglo-saxons appellent into thin air, c'est-à-dire que la valorisation commence à être quand même très tendue. Donc mais en apesanteur, quoi. Voilà, il n'y a plus beaucoup d'oxygène. Ouais. On est vraiment plutôt proche du sommet de l'Everest que d'autres sommets. Que du niveau de la mer, oui. Voilà, du niveau de la mer, en tout cas, c'est sûr. Et puis, il y a eu cette fameuse histoire sur leur dernière puce qui s'appelle la Blackwell GB200. Voilà, c'est son petit nom. Ils ont dit qu'il y aurait peut-être un peu de retard. Bon, quand on regarde, c'est vraiment... c'est normal que sur des puces comme ça, qui sont autant attendues, c'est normal. Il peut y avoir un peu de retard, c'est compréhensible, et surtout, ça ne désemplit pas le carnet d'ordre des puces actuelles. Ouais, et la gamme Hopper. Voilà, et donc c'est le relais de croissance à venir pour que leur avantage compétitif, qui est aujourd'hui monstrueux par rapport à leurs concurrents, perdure. Donc c'est cette fameuse puce, donc c'est évidemment très attendu. Il y a un petit peu de délai sur la sortie de celle-ci. C'est pas non plus, ça remet pas en cause le cas d'investissement, en tout cas de ce que j'en comprends. D'ailleurs, Jensen Huang, il a dit, et j'imagine qu'à ce stade, ils n'ont pas d'autres stratégies s'ils veulent garder, comme vous dites, ce coup d'avance. Il faut qu'on sorte une nouvelle puce tous les ans. Tout à fait. Donc c'est quand même très agressif, très ambitieux. C'est pas anormal.
qu'on puisse accuser un peu de retard sur des programmes aussi ambitieux, de cette ampleur, effectivement, vu la fréquence qui a été édictée par le patron de Nvidia. Exactement. Oui, ça met tout le monde sous tension parce que eux, ils savent très bien que il faut qu'ils restent devant les autres, tout simplement. C'est la loi économique. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on est en situation de monopole, on est en quasi-situation de monopole. Ils ont des marges nettes, donc même pas opérationnelles, à plus de 50%. Enfin, on attend à plus de 50%. Enfin, donc c'est du quasiment jamais vu. On est passé de 300 milliards de dollars de capitalisation à plus de 3,3 000, quoi. 3 trillions de capitalisation qui ont été créés depuis novembre 2022, le lancement de ChatGPT. Donc c'est colossal, c'est un ovni. Évidemment que tout le monde a les yeux braqués dessus. Concrètement, qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce que les analystes, donc il faut rappeler que le consensus est très positif sur la valeur. Il y a pratiquement 65 sur 75 tout le monde analystes. est à l'achat. Il y en a quelques-uns qui sont en neutre, mais il n'y a aucun à la vente. En tout cas, le consensus est 65 centimes donc sur les BPA de ce trimestre. On était à 29 le trimestre de l'année dernière et à 5 centimes. Enfin, faut quand même voir, parce que c'est vrai que je suis souvent la question, mais bon, Nvidia, c'est n'importe quoi. Non, il y a une vraie histoire qui se matérialise par du chiffre d'affaires, un pricing qui leur permet d'avoir des marges opérationnelles et nettes qui sont stratosphériques. Ils tiennent leur marché. Le patron, effectivement, il est très agressif sur la sortie des puces. Donc, pour le moment, après, juste un petit mot. Oui, un jour ou l'autre, ça va se terminer, cette histoire-là. Ça se terminera mal, c'est-à-dire que le cours, statistiquement, dans ce genre de cas de figure, on a à peu près 80% de chances de perdre 50% rapidement. Mais c'est le jour où ça interviendra. Et donc, il y a quand même énormément de personnes qui se sont aussi un petit peu avancées en voulant être un peu, entre guillemets, plus malin en disant c'est là. Et pour le moment, ils délivrent. Donc, je pense que c'est pas le moment. Après, demain, effectivement, toute une sortie. Ils vont sur une publication, on verra ce qui se passe. Mais vous dites que la tendance n'est pas abîmée et le momentum du stock de la valeur Nvidia reste pour l'instant intact. Et voilà. Et dernier élément, vraiment pour se rassurer aussi, si on en avait besoin, c'est qu'il ne faut pas oublier que leurs 4 premiers clients, ils font partie donc des fameux Magnificent les GAFAM, quoi. Voilà. Oui. Et donc eux. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent on investit sur l'IA, on ne peut pas se permettre de ne pas investir sur l'IA, c'est trop risqué de louper ce mouvement. Donc on investit comme des fous. Donc c'est aussi suivi par les analystes, les investissements qui vont être déployés par ces 4 très gros clients pour eux. Et donc ils sont revus à la hausse sur l'IA. Ils disent toute la journée on ne peut pas louper la vague IA. Donc tant que vous avez des clients qui ont les poches aussi profondes, qui vous disent on investit, a priori c'est... Mais je vous dis, un jour ou l'autre, on a eu aussi des taux de croissance à 3 chiffres pour une boîte qui ne partait pas non plus de zéro. Donc ça, c'est du jamais vu par rapport à la bulle Internet ou même en remontant le lancement de Windows dans les années 80. C'est une histoire inédite de création de valeur en aussi peu de temps dans l'histoire. Même Apple n'a pas été aussi vite et rapide pour atteindre ces niveaux si on prend les capitalisations boursières ou autres. Tout à fait. Bon. Nvidia et le marché, qu'est-ce que ça vous inspire ? Trimestre après trimestre, je sors un peu toujours les mêmes questions, mais elles sont toujours valides, trimestre après trimestre. Non, ça reste une question valide au regard du poids de la valeur dans les indices, tout simplement. On est dans une phase d'investissement extrêmement forte. Donc la publication d'NVIDIA est aussi intéressante pour toute la chaîne de valeur. Mais je trouve qu'au-delà de ce débat, je suis d'accord, NVIDIA est devenu un ovni, mais avec une valeur ajoutée inégalée, etc. Donc la visibilité, a priori, on regarde des plans de CAPEX qui ont été annoncés justement par leurs très gros clients. La visibilité, elle est bonne jusqu'en 26. Donc, on va reparler de l'histoire NVIDIA. Maintenant, on était à 200% de croissance. Cette publication, on va être à 100. La suivante, on sera... Qu'est-ce qui se passe quand il y aura 10% de croissance ? Bon, tout ça va se réécrire au fur et à mesure. Mais je trouve que maintenant, la discussion, elle est plus intéressante sur la chaîne de valeur. Et notamment parce que les très gros clients de NVIDIA sont dans une phase d'investissement complètement colossale et que les CAPEX rapportés au chiffre d'affaires commencent à être complètement colossaux, que le retour sur investissement est carrément incertain. Donc, est-ce qu'on est... Voilà, il y a des débats qui commencent à se faire qui sont intéressants. Est-ce qu'on est en train de vivre une phase télécom, une télécomisation
de ces grands acteurs. Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à monétiser ces investissements? Donc effectivement, sur toute cette chaîne de valeur, avec, alors on se pose toujours la question, on se dit dans 10 ans comment sera l'indice, si on prend un petit peu de recul, est-ce que justement dans 10 ans on n'aura pas eu de la rotation parce que cette phase aura été extrêmement coûteuse pour les groupes, aura remis en question certains leaderships boursiers, hein. C'est-à-dire qu'en fait ces valeurs-là auront changé de statut. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a un risque sur Nvidia, effectivement. Voilà. Mais il y a un risque aussi sur les clients d'Nvidia, qui, sur leur capacité, y compris quand on s'appelle Meta, Apple, etc., à monétiser Microsoft, l'usage de l'IA. Et pour l'instant, les calculs montrent qu'il n'y a pas de monétisation réelle. Par rapport aux milliards de dépenses d'investissement de CAPEX, d'achat de GPU, à l'arrivée, quand on regarde les startups qui sont chargées de trouver les usages et de les vendre, c'est à peine quelques milliards de dollars peut-être qui ont été amassés de ce point de vue-là. Voilà, il y a des questions. Alors, moi, j'ai pas bien entendu, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est intéressant et qui mérite une prime de risque pour un certain nombre d'acteurs. Et je pense que ça, entre guillemets, à un moment, ça va commencer à caper. Et quand on dit à un moment, je sais qu'évidemment, mais en fait, en même temps, cette question du timing, elle est importante. Voilà, c'est un marqueur. Quand on regarde aujourd'hui le parcours et les valorisations du secteur de la technologie, ça devient... Alors, on a eu un paroxysme un petit peu cet été, et donc là, les positionnements ont l'air un petit peu plus propres. La valeur relative, elle a aussi un petit peu baissé. Sur les 7 fantastiques. Mais c'est sûr que c'est un véritable sujet et c'est un sujet qui est problématique parce que c'est un sujet extrêmement important pour le marché américain. Pour l'ensemble du marché mondial et des marchés mondiaux. Pour l'ensemble des marchés mondiaux et des investisseurs. Mais derrière ça, et on va certainement en parler, il y a quand même des choses qui ont été positives, et notamment dans les résultats, une accélération des résultats pour les 493 autres, assez notable, qui progresse de 13% sur le deuxième trimestre. Il y a une diffusion, donc il peut y avoir un deuxième souffle qui ne sera peut-être pas aussi concentré, et quelque part, c'est peut-être pour le mieux. Bon, je regardais le PE forward d'Nvidia, si ça veut dire quelque chose. Il est à 38 là aujourd'hui, c'est ça, un peu en dessous de 40. Il était monté à 60 peut-être au pic il y a peut-être 1 ou 2 ans. C'est donné. Voilà. Donc, non, mais pour donner un ordre d'idée, on a des valeurs du luxe qui se payent, alors qui sont des franchises installées depuis parfois des siècles, mais qui se payent effectivement, qui peuvent se payer en tout cas sur ces niveaux de PE et de valorisation. Enguerrand, sur Nvidia, quels sont les messages macro qu'on a envie de retirer de la publication ce soir de Nvidia et qu'est-ce que ça implique effectivement pour l'ensemble du marché puisqu'on est là sur une valeur plus que jamais systémique? Oui, alors sur la partie purement macro, est-ce qu'on peut avoir des enseignements macro de la publication de Nvidia à ce stade? Je ne suis pas certain qu'on voit par exemple se matérialiser un ralentissement de la demande ou des investissements dans cette publication. J'en doute un petit peu. En revanche, attention, on veut très vite en faire un baromètre de l'économie mondiale. Voilà. Vous dites attention. Baromètre de l'économie mondiale, surtout à ce stade, je ne pense pas vraiment. En revanche, baromètre peut-être des tendances de marché, ça me semble plus intéressant. J'ai vu une étude ce matin qui montrait qu'en fait, sur les 2 ou 3 dernières années, la corrélation entre la réaction du titre Nvidia post-publication et la tendance du S&P 500 sur les 2-3 semaines suivantes était de l'ordre de 80%. Donc on a quand même un impact. Alors évidemment, il y a le poids d'Nvidia simplement dans les indices qui joue là-dedans, mais malgré tout, on a un impact des résultats d'Nvidia et surtout de la réaction du titre à la publication des résultats sur la trajectoire de marché qui est vraiment notable. Et aujourd'hui, on a un petit peu deux camps et Sylvain a commencé un petit peu à l'aborder, c'est qu'on a justement d'un côté ceux qui disent en fait Nvidia ça reste un driver fondamental pour le marché américain notamment, mais du coup pour les marchés mondiaux aussi. Et d'un autre côté, ceux qui disent, en fait, récemment, on a commencé à avoir un peu plus d'élargissement de la hausse de marché sur un peu plus d'autres valeurs. Parler des résultats des 493 autres entreprises du S&P 500. Et donc, peut-être que finalement, les résultats d'NVIDIA et la réaction du titre, surtout aux résultats, parce que sur les résultats, à moins d'imaginer une catastrophe, une surprise négative, mais c'est quand même très très compliqué. C'est surtout la réaction du titre qui compte. Et finalement, peut-être qu'elle ne sera pas un driver si fort. Bon. Une forme de désensibilisation. Voilà. Peut-être qu'on est à un moment où le marché peut un peu se désensibiliser de Nvidia. C'est en tout cas une partie du débat.
Donc à ce stade, je suis quand même plutôt encore dans le premier camp parce que ne serait-ce que ce que rappelait Thierry au niveau de ce que presse le marché des options aujourd'hui, on est sur plus 10-10 d'amplitude implicite. Valeur de 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière quand même. Sur un titre qui fait 7% du S&P 500. Oui. Donc il y aura forcément un impact sur la trajectoire et sur le momentum de marché. Et donc je pense qu'à ce stade, c'est plus ça finalement qui va être intéressant, et même sur je dirais la capacité d'achat additionnel, l'appétit pour le risque additionnel qui reste dans les marchés aujourd'hui. On a eu un rebond extrêmement violent à partir des points bas de début août. Qu'est-ce qui reste comme fuel un petit peu dans ce marché aujourd'hui? Et ça, justement, ça va être intéressant de voir si des bons résultats de Nvidia déjà entraînent une forte hausse du titre, et si une forte hausse d'Nvidia entraîne, je dirais, une nouvelle salve de hausse de marché, ou si on commence à avoir des marchés qui, même malgré ces excellentes nouvelles-là, commencent à s'essouffler un peu, en sachant toutes les incertitudes qu'il y a par ailleurs sur la dynamique macro, sur l'emploi américain, sur X et Y sujets. Quand vous dites appétit pour le risque, je comprends que le retail est toujours très très présent dans ces mouvements de marché, y compris dans la reprise en V qu'on a vu post-5 août, beaucoup plus en tout cas que des investisseurs professionnels, des gérants traditionnels, etc. C'est encore le retail américain, comme on dit, les particuliers américains qui sont à la manœuvre quand on voit ces mouvements de marché violents, de reprise notamment qu'on a pu voir après la correction de l'été. Oui, en particulier, oui, tout à fait. Alors, sur Nvidia, j'imagine que c'est la valeur darling du retail américain. Enfin, ça n'a pas changé de ce point de vue-là. Non, et puis il y a aussi tous les positionnements des fonds systématiques, etc., qui vont amplifier les mouvements. Donc on a toujours alors, on va dire si c'est du dumb money ou pas, mais enfin en tout cas on a toujours ces flux qui viennent d'investisseurs peut-être moins fondamentaux, qui sont encore là, en soutien des marchés, en particulier justement sur des titres comme Nvidia. Oui, non, mais ça devient une catégorie d'investisseurs dont il faut tenir compte. C'est eux qui ont acheté quand même le point bas de 2020 avant tout, par exemple. On a beaucoup parlé d'une nouvelle génération d'investisseurs particuliers. Pour le coup, en 2020, ils ont eu le nez creux. Sur la partie concurrence, qu'est-ce que vous dites, Thierry? Les concurrences, c'est AMD, c'est Intel. Quand je regardais le cours de bourse d'AMD, je me dis, j'ai pas l'impression que le marché voit pour l'instant dans AMD une concurrence très féroce. Est-ce que ça peut tourner vite? Est-ce que ça peut aller vite? Compliqué quand on n'est pas le Chief Technology Officer de Nvidia ou d'AMD de répondre. Je ne suis pas forcément le mieux calé pour répondre à la question. Mais bon, à nouveau, si on écoute juste Nvidia, ça n'a pas l'air de les inquiéter à ce stade. Voilà. Et les clients, ils veulent du Nvidia, quoi. Clairement, ils veulent des puces Nvidia. Et ils sont prêts à prendre la génération précédente d'Nvidia plutôt qu'un concurrent. Et évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils attendent avec impatience la nouvelle génération. Donc, pour le moment, j'ai pas l'impression. Et à nouveau, la preuve en image, en quelque sorte, c'est la marge nette, la marge qui arrive. Donc ça veut dire qu'ils font les prix qu'ils veulent et que donc les concurrents, ils n'ont pas. Il n'y a pas d'intensité ou de pression concurrentielle qui les obligerait aujourd'hui à ajuster cette stratégie. J'en ai pas entendu parler. Je reviens juste à l'idée de est-ce que le marché peut se désensibiliser de Nvidia? Est-ce que Nvidia est sensible au cycle macro également Enguerrand ou pas? Ou est-ce que ça reste même le thème de l'IA en général? Est-ce que ça reste un thème que les marchés traitent distinctement des thèmes macro qu'on peut avoir par ailleurs? Si on est dans une phase de ralentissement, on va pouvoir en discuter. Est-ce qu'à un moment, même ce genre de thématique peut se faire un peu rattraper par l'idée d'un ralentissement cyclique? Il est évident que sur le papier, a priori, on est sur quelque chose d'un peu moins cyclique qu'un business automobile ou les business cycliques traditionnellement identifiés. Malgré tout, on en parlait tout à l'heure, sur des montants de CAPEX colossaux, avec en plus une monétisation en face qui est pour l'instant pas évidente. Si on a un ralentissement global, c'est difficile d'imaginer que ça n'ait aucun impact. Alors certes, les très grandes entreprises, les hyperscalers d'NVIDIA, les grands clients d'NVIDIA ont énormément de cash disponible, ont des capacités de résilience énormes. C'est un fait. Malgré tout, eux-mêmes sont aussi confrontés à des business en partie cycliques. Même le business du cloud, même le business je ne parle pas de méta, du business de la publicité, etc. Dans tout ça, il y a quand même des composantes cycliques. Donc bien sûr que des petites phases de stagnation, de ralentissement, c'est pas forcément impactant.
si on a un ralentissement beaucoup plus marqué, surtout vu à nouveau les investissements qui ont été faits, on peut très bien avoir un impact réel. Ça. Et par le passé, on a vu déjà ça plusieurs fois, des phases de hyper-investissement ou de surinvestissement sur certains secteurs suivi d'un ralentissement mondial. Ça coupe vite, quoi. Voilà, on sait comment ça peut se terminer, surtout quand, à nouveau, la monétisation n'est pas évidente. Donc, en soi, c'est un business qui paraît moins cyclique. D'ailleurs, je pense qu'il n'est pas classé, si on prend les classifications sectorielles ou de bêta, tout ce qu'on veut, pas classé dans les cycliques. Malgré tout, penser que ça puisse être immune à un gros ralentissement macro, ça me semble un petit peu utopique. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire pour revenir sur les 493 autres? Alors, on parle du S&P 500, on enlève les 7 magnifiques, mais effectivement, cette partie du marché qui a rien fait jusqu'à présent, qui a eu beaucoup de mal, qui a même souffert, vous disiez tout à l'heure, sur le plan des fondamentaux, bilan de la saison de publication de résultats du T2, on retrouve un momentum bénéficiaire pour ces entreprises en dehors des 7 magnifiques qu'on n'avait pas observé jusqu'à présent. Tout à fait. Alors sur des bases de comparaison qui sont maintenant plus favorables, après plusieurs trimestres un peu contre-productifs, mais à l'exception effectivement des pétrolières, je crois, et des matériaux, l'ensemble des secteurs sont positifs. Et on révise à la hausse, on a des perspectives qui s'améliorent. Voire certains secteurs ont fait 2 fois mieux que ce qui était entendu en termes de progression. Donc on a effectivement une dynamique qui est meilleure qu'attendue en termes de résultats pour la plupart des secteurs. Comment ça se fait que ça arrive maintenant? Et c'est ça. Alors, les bases de compte. D'accord. On observe d'une année sur l'autre. Mais quand même, je pense que l'activité, l'économie a été quand même beaucoup plus résiliente que ce que certains avaient pu craindre. Donc, il y a des ajustements qui se font. Entre guillemets, la queue de bénéfices de l'inflation sous forme de hausse de prix est encore ressenti. Donc on a eu des marges... C'est résiduel, mais ça joue encore un rôle. Mais on a eu des marges qui se tiennent quand même plutôt pas mal. Alors on n'est absolument pas certain que ça va continuer, mais enfin en tout cas pour le moment, on a encore un résiduel très positif. Donc toute cette partie-là, et puis devant nous quand même, on a la perspective de baisse de taux. Donc, on a effectivement des entreprises qui ont fait mieux qu'attendu. Et puis... et ça a payé un peu mieux, ce S&P 493, là? Justement. Sur le plan boursier. C'est pour ça que la valeur relative, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans le rebond, là, on a quand même eu une des 493 qui commençait à faire un petit peu mieux, qui commençait à avoir un peu plus de traction. Et on en parlait hors antenne, surtout depuis le discours de Jay Powell. Donc, on a effectivement, depuis Jackson Hole, depuis la Fed, enfin, depuis l'intervention de Jay Powell et l'accent qu'il a mis sur la question de l'emploi, on a effectivement une amélioration. Et c'est quelque chose qui est effectif, c'est-à-dire qu'un des secteurs qui est en grande souffrance aux États-Unis, pas qu'aux États-Unis d'ailleurs, c'est le secteur de la construction immobilière, et l'immobilier individuel notamment. Et on voit déjà les impacts positifs de l'anticipation des baisses de taux, puisque les mortgages, le financement immobilier à 30 ans... On est à quoi, 7% maintenant? La référence, non, on est à 6,50. 6,50, bon. Et effectivement, ça commence à frétiller, c'est-à-dire qu'on commence à voir, alors sur des niveaux extrêmement bas, mais on commence à voir effectivement un retour, une progression de la demande de crédit qui commence à se faire. Donc, on a effectivement cet effet, et cet effet, bien sûr, n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Non, oui. On peut vivre en dehors de l'intelligence artificielle. Bien sûr. Et il s'est passé beaucoup de choses, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais quand on regarde un panier intelligence artificielle et qu'on le compare aux financières européennes, par exemple, les financières européennes gagnent. Sur quelle période, là? Depuis presque 2 ans. Sur les points bas d'octobre 22, par exemple? Alors, pas de beaucoup, mais effectivement, il y avait d'autres thèmes dans le marché dont on a peu parlé. C'était vraiment le rallye silencieux. Mais il y avait d'autres mouvements dans le marché qui étaient intéressants aussi. Élargissement du rallye. Alors, rallye d'ailleurs, est-ce qu'on parle toujours de rallye quand même? Je veux bien qu'on redise un petit mot du 5 août, ce qui s'est passé, cette séquence Alors, à la fois, la correction a été spectaculaire. Bon, c'est un moins 10 sur les indices, c'est la vie habituelle du marché, mais c'est vrai que quand ça arrive, que ça va vite, qu'il y a du volume, etc., c'est toujours un peu impressionnant. J'allais dire, en effet miroir, la reprise a été aussi très, très spectaculaire. Qu'est-ce que vous retenez de cette séquence, des enseignements, de ce qui a fait cette correction et cette reprise, des facteurs qui ont été à l'œuvre et de ce qu'il en reste aujourd'hui, Thierry?
Donc le point, je pense, de bascule, c'est... désolé d'insister sur Nvidia, mais bon, moi, c'est ma lecture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moins 28% en ligne droite pour Nvidia. Donc forcément, il y a tout qui a descendu. Ça pèse, quoi. Le Nasdaq, parce que le Nasdaq, c'est 29 trillions de dollars de capitalisation, donc 3 sur... c'est 10%. Donc ça a un impact quand même colossal et aussi sur le S&P évidemment. Donc pourquoi je vous ai dit, il y avait, je pense moi que c'était cette histoire de décalage de leur puce, et puis plus des prises de profit avec une valo qui était, on avait fait 160% en ligne droite, avec pratiquement aucun coup d'arrêt, aucune séance de baisse. Donc on peut comprendre qu'il y a une respiration. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est vrai que c'était intéressant, c'est que le Russell 2000 les small cap américaines, donc les small cap européennes, a bondi de manière significative, parce qu'il a pris pratiquement 10% en quelques séances. Et donc, c'est vrai qu'on s'est dit, les investisseurs prennent un peu leur profit sur le Nasdaq, Nvidia, et réallouent sur ce qui est très en retard, à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc, c'est les petites capitalisations. Et en tout cas, malheureusement, parce que nous, c'est une thématique qui nous est chère, mais ça a fait un peu feu de paille. Il faut dire ce qui est. Ce rebond très violent des petites capitalisations. Et en fait, à nouveau, à partir du moment où on a réembrayé sur la tech, ça a reperdu, et donc les investisseurs... Donc, bilan de tout ça, pour être très clair, j'ai l'impression quand même que le reste du marché, et notamment les petites capitalisations qui sont très en retard, sert, quand on veut bien rester exposé sur les actifs risqués, de valeur refuge, en se disant, déjà j'ai 2000 boîtes, donc j'ai un peu de tout, par définition. En termes de valo, je ne prends pas beaucoup de risques. En termes de valo, je ne prends pas beaucoup de risques. Et donc, en gros, ça frémit. Et, alors quand même, la bonne nouvelle pour nous, pour ceux qui suivent les petites capitalisations, c'est que là, effectivement, le discours de Jay Powell, vendredi dernier, a remis... Donc, on a toujours... c'est intéressant, parce que... à la fin, on finit par se demander, mais qu'est-ce qui est anticipé, pas anticipé et en tout cas, ça a eu un impact positif, et je pense que les annonces, donc les baisses des taux qui sont attendues là maintenant de manière quasi certaine, on s'est passé 25-50, il y a 100 points de base qui sont à peu près attendus d'ici la fin de l'année, ça va quand même servir de catalyseur, même si pour les petites capitalisations, avec un environnement peut-être où on se dit de toute manière... Et je rajouterai un point, parce que votre question, elle était intéressante. Toutes vos questions sont intéressantes. Pas mais si, mais entre macro et Nvidia. Oui. Eh bien, en fait, c'est assez simple. C'est que comme ceux qui achètent les puces, c'est pour faire de l'AI, donc c'est pour augmenter la productivité. Donc on parle de ça. Et donc, quand on augmente la productivité, malheureusement, ça a un impact sur les emplois. Et donc, on commence à voir un peu des chiffres un peu moins bons sur l'emploi. Et c'est vrai que certains se demandent, est-ce que finalement, l'AI, tous ces investissements... Alors, je suis d'accord, c'est pas très clair encore. Est-ce qu'il y a déjà un lien direct entre les dépenses et le déploiement d'outils d'intelligence artificielle et des layoffs Oui, parce que les boîtes... il y a Walmart qui dit... on a parlé des hyperscalers, et c'est à juste titre, mais il y a d'autres boîtes du brick and mortar. Oui, bien sûr, du monde réel, physique, qui investissent aussi dans et certainement que ça commence aussi forcément, si on investit, on n'a plus besoin de ces personnes-là, puisque c'est censé les remplacer. Donc, tout ça, c'est encore un tout petit peu nouveau. Mais oui, donc c'est pour ça aussi, je pense que les gouverneurs de la Fed suivent particulièrement, ils le suivent tout le temps, parce qu'ils ont 2 mandats, mais là, ils sont en train de se demander si tous ces milliards qui sont investis, comment ça va et qu'il ne faudrait peut-être pas trop... d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Il faut peut-être un petit peu commencer à mettre de l'eau dans notre vin par rapport à l'inflation, parce qu'il est peut-être en train de se passer des choses sur l'emploi. Et il ne faut pas qu'on soit trop en retard, parce que le jour où tous ces milliards qui sont investis se débouclent, ça peut être assez conséquent, donc il vaut mieux pas être trop en retard. Non, ça nous amène effectivement à Jérôme Powell. Je crois qu'il a été très clair.
nous sommes au point où nous n'accepterons plus de détérioration supplémentaire du marché du travail, qui a vu le taux de chômage, alors je ne sais plus, au plus bas, on a dû être à 3,4, 3,5 dans le cycle, remonter à 4,3% pour la dernière marque. Voilà, stop. Oui, alors. Ça, c'est un vœu pieux. Malheureusement, Jérôme ça ne se passe pas toujours comme ça. Mais la volonté est très claire quand même. Bien sûr, mais c'est le gros enseignement des derniers discours de la Fed. C'était même déjà le cas lors de la réunion de juillet. C'est ce qu'on appelle le retour du double mandat. Parce que pendant très longtemps, on n'insistait que sur le côté inflation. Là, on a le retour des deux mandats, donc inflation et croissance. Et donc, via croissance, surtout le marché de l'emploi. Donc, et on voit que là, d'ailleurs, surtout sur le dernier discours, même ce double mandat, il est quand même en train de basculer beaucoup plus du côté de l'emploi que d'un équilibre entre emploi et inflation. Nous ne croyons pas que le marché du travail tel qu'il évolue aujourd'hui soit une source d'inflation pour les États-Unis. C'est ce que dit Jérôme Powell aujourd'hui quand il regarde le marché du travail. Mais ce qui est déjà le cas en réalité depuis plusieurs mois, quand on regarde l'évolution de l'inflation salariale, quand on regarde l'évolution justement des postes ouverts non pourvus versus le nombre de chômeurs, quand on regarde tous ces indicateurs-là, le refroidissement du marché de l'emploi, il est très clair depuis un moment. En fait, le problème pour la Fed, c'est qu'on a eu un premier trimestre aux États-Unis avec un boom d'inflation qui venait de choses extrêmement ponctuelles, temporaires, etc., mais qui, en termes de communication, rendait l'exercice beaucoup plus compliqué. Je pense que si on n'avait pas eu ça, peut-être que les taux auraient déjà été baissés et en tout cas certainement que le discours aurait été ajusté bien avant. Mais aujourd'hui, oui, c'est très clair, il n'y a plus de sujet, en tout cas de risque inflationniste très fort aux États-Unis. Il y a un sujet de niveau de prix par rapport au pouvoir d'achat des ménages, mais il n'y a plus de sujet d'inflation au sens strict. Donc maintenant, le vrai sujet, il est sur est-ce que ce marché de l'emploi on en avait parlé au juillet, c'était nos discussions d'avant le dernier meeting de la Fed. Est-ce que il se dégrade tranquillement et qu'on revient à quelque chose un espèce de taux de chômage d'équilibre en imaginant qu'on puisse en définir un, ou est-ce que cette tendance de détérioration s'accélère? Auquel cas, ce qui est généralement l'histoire. Ce qui est généralement l'histoire. Les dégradations graduelles, ponctuelles, lentes et bien ordonnées de l'emploi aux États-Unis, ça n'est jamais arrivé, en tout cas dans l'après-guerre mondiale. Donc, c'est effectivement le gros enjeu maintenant pour la Fed. Il y a combien de baisses de taux faciles, là, mécaniques, sans réfléchir, avant de commencer à se dire, tiens, je ne sais pas, est-ce que j'en ai trop fait, pas assez, est-ce que je suis trop en retard Alors, en fait, ça dépend beaucoup justement du scénario macro. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant avec ce que price le marché aujourd'hui. On a l'impression de retourner un peu à la situation dans laquelle on était Parce que sans BP d'ici la fin de l'année, il y a 3 meetings. Oui, donc ça veut dire qu'il y en a forcément eu avec 50 points de base. Oui, c'est ça, ou il y en a une entre deux meetings, j'en sais rien. Mais Et on est à quasiment 200 points de base à horizon... Alors fin 25, mais même en fait en ayant fait l'essentiel à horizon 6-9 mois. D'accord. Ce qui, en fait... Ça va vite, quoi. Pour le marché, ça va aller vite. En fait, c'est à la fois très optimiste. Si on imagine qu'on est dans un atterrissage en douceur et qu'il n'y a pas de récession, c'est très, très optimiste. Parce que ça veut dire au minimum une baisse de 25 points de base à toutes les réunions et peut-être une ou deux baisses de 50. Donc, c'est très optimiste si on n'a pas de récession. Et à l'inverse, si vraiment on a une très grosse dégradation, c'est presque un petit peu léger. Donc là, c'est à nouveau, c'est un peu comme la fin de l'année dernière. Le marché est un petit peu entre deux. Il va falloir choisir son camp. 3 baisses de taux d'ici la fin de l'année, ça semble le minimum, avec plus ou moins une en fonction de... peut-être, là, je parle dans un cas de soft landing. En fonction de l'évolution de l'inflation. C'est vrai que si on a un ralentissement un peu plus rapide de l'inflation, pourquoi pas faire une baisse de 50 pour se dire on évite, on protège encore un peu plus l'économie. Par contre, si on a un ralentissement plus fort, ça sera beaucoup plus que ça, très certainement. Et c'est vraiment deux scénarios, je sais pas, c'est du 50-50, enfin vraiment, comme vous dites, le pricing de marché est un peu bizarre, mais montre que finalement, j'imagine qu'il n'y a pas de consensus sur le scénario macro qui peut advenir là, dans les 3, 6, 9 prochains mois. Le scénario central de marché reste quand même celui d'un Goldilocks et d'un atterrissage en douceur, très clairement. Ce qui a changé cet été, c'est la psychologie de marché pour moi. C'est-à-dire qu'on est passé
du bad news is good news qu'on avait depuis plusieurs années, au sens donc les mauvaises nouvelles macro sont des bonnes nouvelles parce qu'on va avoir plus de baisse des taux, etc. On est passé de ça à la logique qui est en fait normalement la logique de fond, bad news is bad news. Donc ça a vraiment changé, mais le scénario central n'a pas tellement changé. C'est là où sont les risques sur le scénario que ça a changé. Alors qu'on a toujours le scénario Goldilocks, par contre jusqu'à l'été, le risque de voir ce scénario ne pas se réaliser pour le marché, c'était plutôt le côté inflation. Inflation trop sticky, pas assez de baisse de taux, etc. Maintenant, on est plutôt basculé sur le côté croissance. Mais scénario central de marché, et on le voit avec la violence du rebond, le positionnement, le sentiment actuel. Le Russell 2000. Ça reste un scénario positif. On n'aurait pas effectivement ce browning, notamment sur les small caps, si le marché commençait à pricer une récession. Bon, Sophie, donc il y a les bonnes et les mauvaises baisses de taux. On verra comment le marché prend celle du 18 septembre, qui a été pour le coup bien téléphonée, mais le discours et ensuite, à quel rythme. Pour l'instant, Jérôme Powell, si d'autres banquiers centraux américains n'hésitent pas à parler de baisse de taux graduelle, etc., avec des petits mots-clés qui vont bien, Jérôme Powell, lui, s'est bien gardé de verrouiller un scénario par rapport à un autre. Oui, non. Je pense qu'en Europe, on ne verrouille rien non plus. D'ailleurs, on ne peut pas, mais difficilement. Oui, non, on reste, je suis complètement d'accord, on reste dans un scénario de soft landing. Et c'est d'ailleurs ça qui a permis au marché de rebondir allègrement, parce que assez rapidement, les opérateurs ont identifié le phénomène un petit peu technique de la correction de cet été, de débouclage de positions spéculatives, etc. Pour l'instant, les indicateurs restent quand même encourageants. Et je dirais que s'il y a un segment qui pose, entre guillemets, problème maintenant, c'est effectivement le segment industriel et le fait qu'on est toujours ballotté dans les effets post-Covid. Et c'est rigolo parce que cette phase de déstockage dans certains segments d'activité, que ce soit l'auto, que ce soit l'industrie, que ce soit la chimie, on est toujours dans ces dynamiques-là et qui quand même tardent à se retourner. Mais si on fait abstraction avec des questions sur la demande quand même, l'automobile, ils sont tous en train de vous dire la demande pour le véhicule électrique, elle est là structurellement sans doute, on regarde la réglementation, mais ça cale un peu quand même. En plus des problèmes peut-être de chaînes d'approvisionnement qui peuvent perdurer. Oui, mais l'auto, c'est vrai que c'est très très particulier puisqu'il y a la transition. Ça crée de l'attentisme chez les consommateurs, etc. Mais les consommateurs sont quand même encore plutôt en bonne santé. Et la consommation est encore plutôt favorable. Par contre, ce qu'on voit effectivement, c'est qu'il y a eu une surconsommation, peut-être aussi bien de services que de biens dans le post-Covid, une espèce de libération des pulsions consommatrices, et qu'on a une normalisation maintenant qu'on voit dans plein de domaines. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui... Et je pense que ça continue à complexifier quand même la lecture et les scénarios qu'on peut mettre en place. Nous, on a été plutôt déçus sur la partie manufacturière, qui tarde effectivement... on revoit les grands écarts manuf-service. Exactement. Comme en 22, quoi. Ça refait le crocodile, quoi. Et puis, même du côté de la consommation, quand même, des ménages qui commencent à normaliser un petit peu leur consommation, mais sur des niveaux qui restent quand même assez soutenus. Donc, on reste dans le scénario Goldilocks, mais avec des vrais points d'interrogation. D'accord. Mais ça veut dire que sur le plan de l'investissement, de la stratégie d'investissement, comment on se prépare, ou est-ce que le positionnement change, ou est-ce que la stratégie change avec le cycle de baisse de taux qui est devant nous, qui a déjà commencé un peu. Il y a quand même quelques banques centrales qui n'ont pas attendu la Fed, mais avec la Fed, il y a l'idée quand même que les choses vont pouvoir s'accélérer, peut-être même un petit peu. On est dans une situation, alors là, encore une fois, on est dans une situation complètement exceptionnelle. Finalement, il y a de la croissance. Alors, c'est vrai que la question européenne est un petit peu plus délicate. Alors, c'est ça. Ça peut être très local aussi, la croissance. Pour les marchés globaux, mine de rien, ce sont toujours les US qui drive. Mais donc, il y a de la croissance. Le pire scénario pour les marchés, ça serait un hard landing américain. Moi, je dirais que le fait que ça aille moyen en Europe, presque, tout le monde... c'est business as usual. Business as usual. Donc, on a un scénario complètement exceptionnel, on a une situation exceptionnelle où les banques centrales baissent les taux alors qu'il y a de la croissance. Fantastique, quelque part. Donc, le marché se réjouit de ça, et effectivement, nous, on est aussi tentés d'accompagner ce mouvement-là, parce que c'est un facteur de soutien qui est extrêmement fort. Jusqu'à quand ?
C'est la grande question. Pour l'instant, on prolonge le On cycle. prolonge ce cycle-là, qui est un cycle d'investissement extrêmement favorable. Cette conjonction, finalement, de fonction-réaction des banques centrales qui est intacte. Et puis d'une activité qui se tient. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Mais le caillou dans la chaussure, c'est effectivement cette question de l'emploi américain. Est-ce qu'à un moment, on risque de basculer de l'autre côté ? Jay Powell n'aimerait pas, mais enfin, il n'aimait pas que l'inflation soit aussi sticky, et puis ça s'est oui, il ne peut pas tout décider non plus. Non, mais, voilà, oui. et d'ailleurs, il est très humble. Non, mais on l'a vu. Il a été très très humble sur les limites de l'exercice. Ah oui. Humble et flexible. Voilà, humble et flexible sur les limites de l'exercice. Mais voilà, et nous, en tant qu'investisseurs, on est dans cette même situation. C'est-à-dire qu'on a effectivement envie de participer à cette configuration de marché qui est très porteuse et assez exceptionnelle. Donc on reste investi, mais on est attentif parce qu'on sait qu'il y a ce gros point d'interrogation. Et je ne parle même pas de la géopolitique. Ça, oui, on n'en a pas parlé là. Parce qu'on ne peut pas le modéliser, entre guillemets, mais il y a ce gros point d'interrogation sur l'emploi américain. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas un peu trop loin ? Bon, sur la stratégie de marché à ce stade, là, pour la rentrée, Thierry, qu'est-ce qui vous inspire chez Nous, Alpha Jet ? on a les idées assez claires aussi. Sophie a parlé tout à l'heure de rallye silencieux. Là, on l'a. C'est vrai. Bon, on en parle moins, mais dans les mais perfs vous êtes confortable à y dans être, les quoi. perfs des portefeuilles qu'on gère, on les voit bien. Par contre, donc ça c'est et donc effectivement, on est aujourd'hui exposé de manière plus que l'indice en tout cas, et c'est des choses qu'on regarde de près sur tout ce qui est financière. Donc en premier lieu l'assurance qui se porte vraiment très bien, et qui a une dynamique très forte. Et donc là-dessus, tous les clignotants sont ouverts. Donc, quand ça clignote vert, on y va. On ne se pose pas trop de questions. Les banques aussi, il y a eu quelques petits... des publications qui ont été plus ou moins bien prises cet été, mais globalement, ça reste quand même très positif. Et puis, c'est quand même des bénéficiaires, eux, pour le coup, de ces politiques monétaires. On a remis... qui se sont normalisés. Voilà. Et donc, donc on est... et puis, la pharma aussi en Europe et aux US. Contrairement aux années électorales habituelles aux US, je parle, où c'est pas forcément le secteur sur lequel il faut être positionné. Jusqu'ici, en tout cas, c'est bon et ça clignote vraiment vert chez nous. Donc, on est aussi très exposé sur la pharma. Un mot de la stratégie d'investissement pour une stratégie équilibrée, un peu globale, macro, Enguerrand. Toujours très à l'aise avec beaucoup de sensibilité taux. C'est quand même le grand enseignement. C'est le socle. C'est le socle. On a retrouvé cette anticorrélation action-obligation, notamment sur le sell-off de début août, le 60-40 fameux a très bien fonctionné. Donc toujours très à l'aise avec ça, malgré la baisse récente des rendements. Parce que pour nous, ça peut continuer. On est certainement qu'au début du mouvement. Et sur la partie action, équilibrée en introduisant un peu plus de valeurs défensives, notamment tout ce qui est staples, qui est assez peu valorisé. Alors il y a d'autres défensives, notamment dans les pharma et tout, qui sont très intéressantes, mais où les valorisations sont plus élevées, puis qui sont déjà les portefeuilles depuis plus longtemps. Mais arbitrer certaines valeurs industrielles qui sont un petit peu chères versus des valeurs un peu plus défensives qui peuvent résister un petit peu mieux en cas de scénario adverse. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier d'Orval Asset Management, Thierry Leclerc, Alpha Jet Fair Investors et Enguerrand Artaz, la financière de l'échiquier. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières. Nous en parlons avec le spécialiste et directeur de la gestion matières premières d'Ophi Invest AM, Benjamin Louvet, qui est à mes côtés. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Bon, ça a été un des marqueurs de cet été sur les marchés. Pour ceux qui ont suivi, même épisodiquement, ce qui a pu se passer sur les marchés, c'était difficile de passer à côté de la hausse de l'or. Ça fait quand même les gros titres de partout. J'ai cru vous voir dans des journaux télévisés pour en parler, Benjamin. Non, mais ça, c'est toujours un signe. C'est toujours un signe que là, c'est quand les JT vous n'allez pas tarder à me dire que ça va s'arrêter de monter. Non, j'en sais rien. C'est la question que je vais vous poser. Non, mais déjà, quand même, sur la dynamique qui ont porté, donc l'on s'est monté à quoi ? De plus de 2550 $, c'est ça ? C'est ça, exactement. Quels ont été les facteurs à l'œuvre, que ce soit des facteurs techniques, que ce soit des raisons fondamentales, et qui a participé à cette patte de hausse de l'or qu'on a pu observer au cours de l'été ?
Alors déjà, il y a une toile de fond. C'est une instabilité géopolitique globale qui ne cesse de s'accroître. Depuis le 7 octobre, ça s'est encore aggravé avec la situation depuis l'attaque du Hamas en Israël. Tout ça amène un certain nombre d'inquiétudes. On voit bien que la guerre en Ukraine s'enlise et continue aujourd'hui, avec même des offensives ukrainiennes au sein du territoire russe. Donc tout ça participe d'une instabilité qui fait que l'or est souvent considéré comme une valeur refuge, entre guillemets, par beaucoup d'investisseurs et qu'aujourd'hui, on se dit que c'est peut-être pas complètement idiot de diversifier en allant un petit peu sur cette classe d'actifs. Ça, c'est le premier facteur, je dirais, qui est un facteur de fond qui dure depuis un certain temps, depuis le Covid. Grosso modo, on a toujours des phases comme ça d'accélération de l'or autour de ça. Mais surtout, ce qui a profondément changé, c'est que les raisons qui expliquent la hausse de l'or depuis le début de l'année ne sont pas les raisons classiques. Les raisons classiques, c'est que l'or est un actif parmi d'autres, et donc quand vous regardez ce qui vous rapporte, l'or ne rapporte rien alors que les autres classes d'actifs rapportent quelque chose. Depuis le début de l'année, on a plutôt eu tendance à retarder les baisses de taux, donc les autres classes d'actifs étaient plutôt rentables. Donc les acheteurs traditionnels d'or, en particulier en Occident, n'ont pas été présents. Et d'ailleurs, quand on regarde les détentions d'ETF depuis le début de l'année dans les pays occidentaux, elles étaient plutôt en baisse sur la première partie d'année. Ceux qui ont acheté de l'or, ce sont essentiellement les Asiatiques. Et là, il y a deux niveaux différents. Le premier, c'est au niveau des investisseurs privés. Les investisseurs privés ont acheté de l'or essentiellement pour une raison au départ, c'est que dans le début d'année, les performances sur l'immobilier chinois ont continué à être catastrophiques, et les performances sur le marché actions ont été très mauvaises. Donc, pour un épargnant chinois, il n'y a plus beaucoup de solutions. Voilà, on sort des classes d'actifs traditionnelles, et puis on va sur ce qu'on appelle les valeurs refuges dans ces pays, et en Chine en particulier, c'est-à-dire le dollar et l'or. Mais il se trouve que sur le dollar, il commence à y avoir une certaine défiance dans ces pays depuis qu'on a eu la crise en Ukraine, le déclenchement de la guerre en Ukraine, et que les Américains ont saisi un certain nombre d'actifs, et donc on s'est demandé si le dollar était vraiment une valeur de réserve et si on ne risquait pas des sanctions plus tard, compte tenu des tensions qu'il y a entre la Chine et les États-Unis. Donc, davantage de report sur le dollar, et les détentions d'ETF en Chine et en Asie d'une façon générale ont augmenté sur cette première partie de l'année. Donc eux ont profité de cette hausse. Et puis on a les banques centrales. Les banques centrales qui continuent à acheter de l'or. 290 tonnes au premier trimestre, c'était le meilleur premier trimestre depuis que le World Gold Council suit les chiffres. Elles ont encore augmenté au deuxième trimestre de 6% leurs achats d'or par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. Donc elles sont dans une dynamique positive. Et puis, mi-juillet, le World Gold Council publie son étude annuelle. Il réalise un sondage auprès des banques centrales. Ils interrogent à peu près 75 banques centrales à travers le monde. Est-ce que vous allez continuer à acheter ? Et ils leur demandent toujours les mêmes questions. Dans les questions, il y en a 3 qui sont d'intérêt. La première, c'est qu'est-ce que vous voulez faire sur l'or dans les 12 prochains mois ? À cette question, le sondage existe depuis 2018. À cette question, 28% des banques centrales indiquent vouloir continuer à acheter de l'or dans les 12 prochains mois. 0% veulent en vendre. C'est le plus gros score depuis le début de ce sondage. Première chose. Deuxième question, pourquoi voulez-vous acheter de l'or ? Et là, 2 enseignements intéressants. Première chose, au-delà des risques géopolitiques, première chose, l'or n'est la dette de personne. Il ne peut donc pas faire faillite. Ce qui en dit peut-être aussi beaucoup sur la perception qu'ils peuvent avoir des autres actifs qu'ils ont en portefeuille, essentiellement des obligations d'État qui aujourd'hui sont très endettées. Deuxième raison, les banques centrales vous disent les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps. Qui mieux croire que les banques centrales sur l'évolution à venir des banques centrales. Et donc les banques centrales, je vous rappelle, en 2022, en 2023, ont acheté un record d'or depuis 1967, et depuis le début de l'année, elles continuent sur cette tendance. Et puis il y a une dernière question qui est intéressante, qui est assez nouvelle, c'est comment voyez-vous évoluer dans les 5 ans qui viennent vos avoirs en dollars ? Et à cette question, 62% des banques centrales indiquent qu'elles les voient baisser beaucoup ou modérément. Donc on a vraiment cette notion de vouloir se détacher en partie du dollar. Et donc ça explique la hausse de début d'année qui n'est pas pour les raisons habituelles. Ce ne sont pas les acheteurs occidentaux qui ont acheté et ce n'est pas parce que les taux réels ont baissé. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie de l'année. Comment on évalue à ce stade justement le potentiel restant pour l'or et les précieux, enfin l'or en l'occurrence, Benjamin, les banques centrales, diversification des réserves, j'imagine qu'à un moment il y a un niveau de saturation, il y a quand même une limite. Elle est peut-être loin devant nous, j'en sais rien. Quels peuvent être les moteurs ? Enfin, c'est quoi le scénario dans lequel on pourrait voir l'once d'or continuer de progresser ? Et à l'inverse, quel peut être un scénario adverse pour l'once d'or aujourd'hui ? Alors, 3 éléments. Première chose, les achats des investisseurs privés chinois, est-ce qu'ils vont reculer ? A priori, pour l'instant, on ne les voit pas se désengager malgré la hausse qu'on a connue, ce qui est plutôt un élément de stabilité.
Deuxième chose, les banques centrales. Les détentions des banques centrales, en particulier dans les pays émergents, si tant est qu'on considère encore la Chine dans les pays émergents, mais dans les pays, je dirais, dans les nouvelles économies, eh bien, quand on les interroge, elles veulent continuer à acheter de l'or. Vous disiez, et donc là, on a plutôt un élément qui est plutôt positif. On devrait continuer. Il faut savoir que les détentions d'or, la part de l'or dans les réserves de ces banques centrales est encore très inférieure à ce qu'on peut avoir dans les banques occidentales. D'accord. Donc il y a encore beaucoup de place. D'accord. Et puis le troisième facteur, c'est que je le disais, on n'a pas eu ces achats occidentaux. Ils commencent depuis la mi-juillet, à partir du moment où on a commencé à voir plus clairement le scénario de baisse de taux en deuxième partie d'année se dessiner. Et alors, comment on peut estimer le potentiel ? Si ces deux facteurs qui ont fait la hausse de début d'année sont stables, ce qui semble être le cas, tout va dépendre du comportement des acteurs occidentaux. Et là, il y a un élément intéressant que j'aime bien citer toujours. C'est pas toujours bien de citer les concurrents, mais il y a une société de gestion qui a une équipe sur les matières premières qui est de bonne qualité, qui s'appelle PIMCO, et qui avait fait il y a quelques années, en 2014, qu'elle a mis à jour en 2022, où ils expliquaient que chez eux, ils voyaient l'or comme un actif à duration longue, de duration 22. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand les taux d'intérêt reculent, l'or redevient plus intéressant. Quand les taux d'intérêt reculent de 1%, on peut espérer une progression de l'or de 22%. Historiquement, c'est ce qu'on observe. C'est quelque part entre 20 et 25%, sauf depuis 1 an et demi, parce que les raisons d'achat ont été différentes. Donc on a eu une décorrélation entre ces taux réels qui ne baissaient pas et qui plutôt on a monté. C'est l'or porté à baisse de taux, comme exactement. Mais si on revient sur cette corrélation, en partant du principe que le facteur chinois et le facteur asiatique a été un facteur à part, eh bien, on peut espérer que le cours de l'or dépasse les $2 800 dans le cadre d'une baisse des taux de l'ordre de 1% Quand on regarde sur le marché de price comme baisse de taux de la Fed, on peut atteindre, entre 20 et 25%, cette on peut aller faire un tour autour de $2 800, voire $3 000. Et donc le scénario adverse, ce serait une Fed qui ne baisserait pas aussi vite les taux pour X ou Y raison. Alors ça dépend pour quelle raison. Si elle ne baisse pas les taux parce que l'économie est en surchauffe, effectivement, on aura peut-être un peu moins d'intérêt pour l'or, mais peut-être plus pour d'autres métaux. On pourrait y revenir. Si les taux ne baissent pas, parce qu'il commence à y avoir une défiance sur la dette américaine, dans le contexte des élections, c'est une question qui commence à se poser. Bien sûr. Là, on peut se retrouver dans cette situation un peu particulière, qui est la seule qui peut s'expliquer, où on va avoir des taux d'intérêt aux États-Unis qui montent et l'or qui monte. Parce que les taux d'intérêt aux États-Unis montent pour une question de défiance et donc recherche de sécurité. D'accord. Et donc à ce moment-là, on peut avoir le cours de l'or qui monte. Mais le scénario adverse, effectivement, c'est une économie qui se porterait tellement bien qu'on n'a pas besoin de baisser les taux, voire de continuer à les monter. Les investisseurs institutionnels européens et américains trouveraient à ce moment-là suffisamment de revenus ailleurs. Voilà, sur les actifs classiques, ils n'auront pas besoin de se diversifier. Sur des matières premières plus cycliques, pétrole par exemple, ou certains métaux, qu'est-ce que le marché renvoie comme message là, à ce stade aujourd'hui, Benjamin? Je trouve que le pétrole, on en parle beaucoup parce que c'est toujours le pétrole, mais ça reste quand même très rangy, quoi. Enfin, je veux dire. Mais ça reste très rangy parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler, Grégoire. Vous avez aujourd'hui l'OPEP qui a mis en place un certain contrôle sur la disponibilité de pétrole, pour tenir compte du fait qu'a priori, il y avait un petit peu moins de demande. L'OPEP a dit qu'elle était prête à remettre du pétrole sur le marché en deuxième partie d'année, parce qu'elle s'attend à une hausse de la consommation. Beaucoup trouvent que c'est un peu optimiste. Néanmoins, l'OPEP a dit, attention, si jamais la consommation devait être décevante, on se garde le droit de conserver notre réduction. Et donc, ils sont vraiment à la manœuvre. D'un côté, on a des doutes sur la consommation de pétrole, parce qu'on sent bien que l'économie, malgré tout, même si on n'a pas un hard landing, on ne parle pas encore de no landing, on a quand même un petit ralentissement de l'économie. Donc on s'attend à ce que la consommation de pétrole reste modérée. Et donc, on a plutôt des prix qui sont sous pression. Mais de l'autre côté, on a également l'OPEP qui garde cette capacité à remettre du pétrole sur le marché. Donc on a un marché qui est pris entre... de force, pas de montée parce qu'on manque pas de pétrole et qu'on a cette marge de manœuvre supplémentaire, et pas franchement de baisse parce qu'on sait que si jamais on devait trop baisser, eh bien l'OPEP serait à la manœuvre pour garder la main sur les prix, ce que l'organisation a très bien fait depuis 24 mois, on va dire. Et ça veut dire que pour un gérant matières premières comme vous, les métaux, c'est ce qui représente le plus d'intérêt, ce qui représente ce qui a le plus d'intérêt aujourd'hui? Oui, alors en plus, sur les matières premières agricoles, il se passe beaucoup de choses. Mais les matières premières agricoles sont des matières qui sont compliquées d'un point de vue investissement. Beaucoup d'acteurs ont décidé de les mettre à part, ce qui peut se comprendre, pour éviter d'aller spéculer sur des matières qui sont des matières nécessaires, vitales, entre guillemets. Perturber effectivement les équilibres. Voilà, exactement. Donc les métaux présentent un pôle très très intéressant.
en particulier dans le cadre de la transition énergétique. On a marqué le pas un peu cet été parce que il y a un marché qui est très important pour les métaux, c'est le marché chinois, et que le plénum chinois n'a pas délivré les bonnes nouvelles que certains espéraient. Malgré tout, ces marchés restent sous tension pour un certain nombre d'entre eux. Mais là encore, il faut faire le tri. Tous les métaux ne sont pas bien orientés. On peut parler du lithium, qui est un métal dont on parle depuis des années. Nous, on avait un avis plutôt négatif, on en a déjà parlé, parce que, grosso modo, ouvrir certaines mines de lithium, ce qu'on appelle des mines, mais en l'occurrence, ce sont des salars, ne prend pas trop de temps, et donc que les producteurs de lithium ont été en gros plus prompts à développer la production de lithium que les constructeurs automobiles à vendre la voiture électrique qui a plus pas de problème d'offre de ce côté-là. Voilà. Oui. Mais vous avez des métaux comme le cuivre, par exemple, où on a des prix qui restent quand même sous pression. Malgré tout, on voit qu'il y a des primes sur le marché physique qui laissent à penser que dans la deuxième partie d'année, en particulier si on a une baisse des taux qui vient soutenir l'économie, eh bien, on pourrait connaître le début de cette tendance que nous, on voit venir à cause de la transition énergétique. Méga trend, le cuivre, c'est Dr Copper, mais c'est aussi, comment vous dites, Dr Green. Dr Green, désormais. Merci beaucoup, Benjamin. Benjamin Louvet, Ophi Invest AM, avec nous dans ce quart d'heure thématique.